En manchette aujourd'hui, avec l'arrivée des beaux jours, place à la baignade, mais gardons le tout sécuritaire. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 30 juin, donc dernier jour du mois de juin. Lorsqu'il fait chaud, la baignade en eau libre est une activité particulièrement appréciée. La direction de la santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, en profite pour rappeler à la population qu'on devrait d'abord s'informer de la qualité de l'eau avant de s'y baigner. On parle de lacs, de rivières, etc. Et ce, afin d'éviter des problèmes de santé. On doit surtout s'informer de la présence possible de micro-organismes dans l'eau qui pourraient avoir des effets sur la santé. On parle du E. coli, de Salmonella, de Giardia, etc. Les problèmes de santé les plus fréquents associés à la baignade en eau contaminée sont la gastro-entérite, on parle de diarrhée, de crampes abdominales, de nausées, de vomissements. Et également les infections qui touchent les yeux, les oreilles, le nez, la gorge ou encore la peau. On parle alors de dermatite. La présence dans certains lacs de parasites, exemple les cercaires, les petites larves causant de la dermatite du baigneur, ou des bactéries qui s'y multiplient en formant un tapis ou une écume de couleur verte sur l'eau. On parle de cyanobactéries, aussi appelées algues bleu-vert. Tout ça peut représenter d'autres risques pour la santé. Pour plus de renseignements à ce sujet, on vous invite à consulter le site web du CI3S de Lanaudière. Pour toute question concernant un problème de santé survenu à la suite d'une baignade en eau naturelle, communiquez avec Info Santé en composant le 811. Voici quelques conseils avant la baignade. Avant de vous baigner dans l'eau d'un lac ou d'une rivière, consultez les résultats du programme Environnement Plage du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Si la plage où vous voulez aller est inscrite à ce programme, les résultats devraient être affichés sur la plage même, bien en vue. Il est également possible de connaître les résultats en composant le 1-800-561-1616 ou encore en consultant le site web. Il est préférable de sélectionner des plages dont l'eau a une cote de meilleure qualité bactériologique, soit celles qui sont classées A ou B. Il est recommandé d'éviter les plages classées D, on parle d'eau polluée, ainsi que celles dont la qualité de l'eau est inconnue, absente donc du registre. Abstenez-vous de vous baigner où il y a de l'écume à la surface de l'eau, d'apparence verte, surtout s'il y a une affiche y interdisant la baignade. Autre conseil, pendant la baignade, cette fois, pour votre sécurité, il est déconseillé de se baigner dans les sites non aménagés et non adéquatement surveillés, donc sans sauveteur. Les jeunes enfants devraient être supervisés en tout temps par un adulte afin de prévenir le risque de noyade. Peu importe la cote de la qualité de l'eau, il faut éviter d'avaler de l'eau lors de la baignade. À la sortie de l'eau, il est recommandé de s'essuyer vigoureusement avec une serviette pour prévenir la dermatite du baigneur et les irritations de la peau. Il est aussi souhaitable d'éviter de se baigner à la plage après les fortes pluies ou près des sources de pollution, les rejets d'eau usée et les pâturages, par exemple. On parle aussi de mesures spéciales en lien avec la COVID-19. Y en a-t-il? À ce jour, il n'y a aucune évidence que le virus de la COVID-19 puisse être transmis via l'eau de la baignade. Si vous êtes en isolement car vous êtes atteint de la COVID-19 ou vous êtes un contact étroit d'une personne atteinte qui est non vaccinée et qui n'a pas eu la COVID-19, ou si vous présentez des symptômes compatibles avec la COVID-19, il est important de ne pas fréquenter les espaces publics, incluant les lieux de baignade. Vous devriez aussi éviter de partager les articles de baignade, lunettes de natation, tuba, etc., avec d'autres personnes. Pour plus de renseignements concernant la baignade, on vous invite à visiter toute l'information sur le site du CI3S.
On parle maintenant du ministère des Transports. Le ministère des Transports du Québec informe les usagers que des travaux de réparation seront réalisés sur le pont d'étagement de l'autoroute 40 au-dessus de la route 158, donc l'avenue Gilles-Villeneuve, puisqu'on parle de Berthierville. Ces travaux se dérouleront du 4 au 8 juillet prochain. Durant cette période, les voies en direction ouest seront complètement fermées. La circulation sera déviée à contresens sur la chaussée en direction est. Le ministère procédera à des réparations de la dalle de béton sur la structure de l'autoroute 40 en direction ouest, ainsi qu'à l'asphaltage de la chaussée. Par ailleurs, prenez note que des travaux préparatoires ont eu lieu au cours des derniers jours sur la voie de droite en direction ouest, qui est fermée à la circulation depuis le 16 juin dernier. La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison des contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Afin de connaître les entraves en cours et à venir, les usagers sont invités à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement les déplacements en voiture. On passe maintenant à de l'information culturelle. On parle du début de saison estivale à la Chapelle des Cuthberts et d'un vernissage. En effet, ça se déroulera le 1er juillet, donc demain, en formule 5 à 7. La Chapelle des Cuthberts à Berthierville vous invite à découvrir l'univers de l'écrivaine Chantal Ringuet. Ce projet artistique de médiation culturelle en littérature présente une vision poétique du reboisement en traitant des enjeux du patrimoine forestier et historique de la région de Berthier et ses îles. Reboisement puisé dans la richesse de cet héritage local et régional par la création d'un espace arborescent à l'intérieur même de la chapelle. Au programme de cet événement, une lecture de poésie par Chantal Ringuet, suivie d'une lecture collective par les participants-participantes aux ateliers d'écriture. Les ateliers d'écriture Petite allégorie de l'arbre et du temps. Participeront à cette discussion Réal Chevrette, Monique Desrochers, Chantal Girard, Sylvain Labranche, Émélise Lalonde, Anna-Sylvia Fafard et Gwenaëlle Savary. Le projet, qui allie poésie, musique et patrimoine forestier, est réalisé en collaboration avec l'organisme Arboria, Association forestière de la Naudière, et grâce au soutien financier de la MRC de Dautré et d'Hydro-Québec. L'exposition sera donc présentée du 1er au 31 juillet. Donc, c'est à suivre. On parle maintenant d'une activité en lien avec le 350e anniversaire de la ville de Berthierville. Berthierville invite en effet les gens à un film qui sera diffusé en plein air. Ça se déroulera au parc Laferrière, donc le 2 juillet. La ville de Berthierville organise une journée d'activité qui sera couronnée par la projection de films. On résume un peu l'activité. On parle d'un programme double au cinéma, mais on parle aussi de présence de food truck, entre autres, sur l'espace au parc Laferrière. C'est près de la piscine municipale. Donc, l'activité débutera à 15 h avec l'ouverture d'une terrasse. À 18h30, il y aura une représentation de cirque. À 19 h, le film jeunesse Les Méchants sera diffusé sur écran géant. À 20h45, deuxième partie, deuxième spectacle de cirque. Et à 21h30, on projettera le film Les Éternels de Marvel sur le même écran. Le site fermera, donc la terrasse fermera à minuit. L'activité, donc, s'inscrit dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Berthierville est gratuit, donc on peut écouter les films, tout ça, les
fils et spectacles sont gratuits. Et l'activité, cependant, si jamais la météo est défavorable, sera remis à une date ultérieure. Donc, on vous souhaite bon film et bonne activité du 2 juillet. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui, mais aussi pour les 1er, 2 et 3 juillet prochains. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête en ce 30 juin à Martine Aubuchon. 1er juillet, la FADOC souhaite un heureux anniversaire à Réal Coulombe. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent pour le 2 juillet bonne fête à Raymond Godin et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Gracia Joly. 3 juillet, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Claire Cazobon et à Muriel Grégoire Saint-Martin. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 30 juin, ou pour les 3 premiers jours du mois de juillet. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Donc, on se dirige vers le 1er juillet demain. Qu'est-ce qui sera ouvert? Qu'est-ce qui sera fermé? Donc, un petit résumé. Les épiceries IGA Métro, la SAQ, les pharmacies de Berthierville, Jean Coutu, entre autres, le Family Prix, tout ça, ça sera ouvert. Au niveau loisirs, le musée Gilles Villeneuve ouvrira aussi ses portes le 1er juillet. Banque, caisse, bureau municipal, tout ça, ça sera fermé. Même chose pour les bureaux du gouvernement provincial, le CLSC, ça sera fermé. Et au niveau fédéral, le bureau de poste sera aussi fermé. On poursuit maintenant nos informations avec une rencontre fort intéressante que CTRB a eue avec le président de l'Association des pilotes du Saint-Laurent. Ces gens qui pilotent les bateaux qui circulent sur le fleuve, notamment entre Montréal et Trois-Rivières, dans le cas qui nous touche. Donc, l'Association des pilotes du Saint-Laurent qui fête son 150e anniversaire via une exposition itinérante. Exposition qui sera présentée à Saint-Ignace et à Lanoraie dans le cadre de ce 150e anniversaire. On regarde cette entrevue qui nous parle du métier de pilote. Je suis en compagnie de M. Pascal Desrochers, c'est bien ça? C'est bien ça. Qui est le président de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central. Donc, bonjour, premièrement. Bonjour à vous. Bonjour, merci de nous recevoir. On est ici sur le quai de Saint-Ignace. C'est un bel endroit qui est très agréable pour les gens de Saint-Ignace et pour les touristes en général. Et vous venez nous parler aujourd'hui d'une activité qui va avoir lieu en juillet, plus précisément à partir du 10 juillet ici à Saint-Ignace, et ça va être transporté aussi à Lanoraie. C'est bien ça, la semaine suivante. La semaine suivante. Ouais. Et c'est dans le cadre du 150e anniversaire
de la corporation C'est des bien ça. pilotes, on pourrait dire Saint-Laurent Central. C'est là, bien ça. vraiment- Nous, on représente les pilotes. C'est un regroupement de pilotes qui travaillent entre Québec et Montréal. OK. On a 2 secteurs de pilotage, de Québec à Trois-Rivières et de Trois-Rivières à Montréal. Et puis, ça fait 150 ans. Ça va faire 150 ans l'année prochaine. On a commencé les festivités cette année. Mais en 1873, les pilotes se sont regroupés. Et puis, c'est ce qu'on va célébrer cette année avec un conteneur muséal qui va faire une tournée des municipalités riveraines. Puis nous, on trouvait que c'était une belle occasion d'aller à la rencontre des communautés riveraines pour faire découvrir notre travail qui est très méconnu, puis parler un peu aussi de l'histoire de la navigation sur le fleuve dans les 150 dernières années. Vous me disiez tantôt, après entrevue, vous avez déjà été pilote. C'est comme une tradition familiale et tout ça. Trois-Rivières, on comprend. À part de dire que c'est une tradition familiale, qu'est-ce qui avait motivé votre choix de devenir pilote? C'est l'amour du fleuve, naturellement. La plupart des pilotes, on est des amoureux du fleuve à la base. Et puis moi, c'est une histoire familiale aussi. Mon père était pilote, des grands-oncles étaient pilotes. Donc, c'était dans la famille parce que c'est souvent le cas, vu que c'est un métier méconnu. Souvent, les gens qui viennent au pilotage, c'est par des connaissances, des amis, de la famille. Mais c'est ce qu'on veut, essayer de faire découvrir un peu notre travail pour que ce soit plus connu de la population. Parce que là, tantôt, on se parlait et la formation est assez impressionnante, là. Tu peux pas devenir pilote en chauffant, en conduisant une petite chaloupe ou un ponton, là. Le pilote, il faut faire la distinction avec le capitaine. Le pilote ne fait pas partie de l'équipage du navire. Il embarque à bord pour prendre en charge la conduite du navire. Mais à la base, le pilote, c'est un capitaine. Donc, on doit passer par l'Institut maritime à Rimouski, faire un cours de 4 ans. Et ensuite, au fil des années suivantes, acquérir l'expérience et des brevets supérieurs jusqu'à l'obtention d'un brevet de capitaine. À la suite de ça, lorsqu'il y a des postes qui s'ouvrent au pilotage, bien là, un détenteur de brevet de capitaine peut appliquer au pilotage. Et puis nous, on va recruter parmi ce bassin de candidats-là. Et puis on va les former pendant 2 ans à temps plein. Environ un peu au-dessus de 300 transits sur le fleuve qu'ils vont devoir faire, accompagnés de pilotes brevetés, suivi d'une série d'examens. Et puis là, on va leur délivrer leur premier brevet de pilotage qui va leur permettre de faire les plus petits navires seulement. Okay. Et puis, au fil des années suivantes, avec des formations, l'expérience qui va être acquise, tranquillement, le tonnage puis longueur de navire vont augmenter. Et ça va prendre environ 7 à 8 ans supplémentaires jusqu'au moment où un pilote va pouvoir piloter n'importe quel navire sur le fleuve. Donc, c'est un projet de longue haleine. Absolument. Si on compte l'Institut maritime, le temps de navigation, plus le temps d'apprentissage avant d'être un pilote de breveté avec un brevet de classe A, là, on parle d'une 12aine d'années environ d'expérience. Est-ce que de façon générale, tous les capitaines veulent être pilotes ou le contraire? Tu t'en vas à l'Institut maritime en disant un jour j'aimerais être pilote et là tu fais tout ou c'est une carrière qui est développée au fil des années? Il y a un peu des deux. Moi, dans mon cas, c'était clair en allant à l'Institut maritime que c'était dans le but de devenir pilote. Il y en a plusieurs qui connaissent pas le travail du pilote, puis c'est en travaillant comme officier de navigation, capitaine, qui découvre ce travail-là et puis qui après ça, ont le désir d'accéder à cette profession-là. Parce que naturellement, il y a des avantages au travail de pilote. L'avantage principal, c'est qu'on est à la maison. Oui. Plus régulièrement qu'un marin qui doit des fois partir des 2, 3, 4 mois. Le pilote, lui, il revient à la maison presque tous les jours. Puis nous, notre travail, c'est la partie intéressante de la navigation. On navigue. On fait des manœuvres de navire. On ne fait pas d'administration. Tandis que les capitaines, maintenant, sur des navires, c'est des gestionnaires. Fait qu'il y a une petite partie qui est intéressante, qui font de la navigation, mais il y a une grosse partie, c'est de gérer le bateau. Puis ça, nous, on ne fait pas ça. Fait qu'on a un beau côté là-dessus. Là. On a la partie la plus plaisante et stimulante du travail d'un marin. On la fait tous les jours. Pourquoi qu'au Canada, entre autres sur le fleuve Saint-Laurent, pourquoi qu'il y a des pilotes? Il y a ça au Canada, c'est la loi sur le pilotage qui prévoit que le pilotage est obligatoire sur tous les navires de plus de 35 mètres qui viennent dans nos eaux. Mais ce n'est pas unique au Canada. Partout dans le monde, lorsqu'il y a un cours d'eau qui a un niveau de difficulté plus élevé ou un port, il y a un pilote qui va monter à bord. Le pilote est un expert des conditions locales. Donc, le capitaine, c'est un généraliste, puis ils font très bien leur travail en naviguant en mer, en faisant des approches côtières. Mais lorsqu'ils se présentent dans des eaux restreintes, il y a la nécessité d'avoir un pilote à bord qui connaît bien les conditions locales. Et nous, c'est ça notre travail. Puis moi, mon travail est tellement spécialisé en Trois-Rivières-Montréal que si je voulais devenir pilote entre Trois-Rivières et Québec, par exemple, je devrais refaire ma formation
à partir du début puis recommencer. Parce qu'en Trois-Rivières, Québec, je les ai pas, ces connaissances locales-là. Eux, ils vont travailler avec des marées, la morphologie du fleuve est différente. J'ai aucune connaissance pour aller piloter là. Moi, vraiment, mon secteur que je connais comme le fond de ma poche, c'est entre Trois-Rivières et Montréal. Non, c'est passionnant. Et autre question, comme vous dites tantôt, oui, c'est que quand vous êtes un capitaine, donc vous avez la formation, vous savez comment fonctionnent les bateaux, parce qu'il y a sûrement différents, on pourrait dire, différents styles de conduite ou différents, quand on parle de grandeur et tantôt, vous parlez, on sait qu'il y a des pétroliers, il y a de tout qui passe ici. Le capitaine est censé être le maître à bord. C'est lui qui est le grand boss. Est-ce qu'on transfère cette responsabilité-là à vous? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Et le pilote, lorsqu'il embarque à bord, ne remplace pas le capitaine. Le capitaine reste capitaine de son navire, mais le pilote, de par la loi, prend la conduite du navire. Donc... Des cas d'urgence, le capitaine, pas parce qu'on veut que ça arrive. Non, mais je vais vous donner un exemple. Il arriverait un incendie à bord d'un navire. C'est la responsabilité du capitaine. C'est lui qui va gérer ça. Il y a un problème avec la cargaison ou quoi que ce soit, c'est le capitaine. Tout ce qui a trait à la conduite du navire, c'est la responsabilité du pilote. Okay. C'est ça la distinction entre les deux. Ça vous demande de parler plusieurs langues? Mais l'anglais, c'est général. C'est l'anglais. La plupart des équipages étrangers ont un niveau acceptable d'anglais qui permet de communiquer efficacement pour la navigation. Parfois, c'est certain que le niveau de langage de ces équipages-là ne permet pas des discussions très élaborées, mais il y a un langage standardisé dans notre milieu qui permet de communiquer efficacement, même avec des gens qui ont vraiment une base minimale là, de la connaissance de l'anglais. C'est passionnant, je vous dirais, c'est très intéressant. Donc, c'est un petit peu à ça qu'on va s'attendre. Qu'est-ce qu'on s'est parlé? Dans les communiqués, Julie, il va y avoir quelqu'un sur place, il va y avoir de l'interprétation, il va y avoir plein de choses. Donc, c'est le temps d'en apprendre, peut-être faire du recrutement aussi. Bien, on veut faire découvrir notre travail, peut-être pour semer des petites graines qui vont germer un jour, qui sait, on l'espère, parce que c'est un défi auquel on fait face, le recrutement. Il y a de moins en moins de jeunes qui vont dans le domaine maritime. Fait qu'on veut essayer de susciter un petit peu d'intérêt par ça aussi. Puis le conteneur, bien, c'est un des objectifs qu'on veut rencontrer, là, c'est de faire découvrir notre travail. Donc le conteneur, c'est un conteneur muséal. C'est un conteneur maritime à la base, qui va faire la tournée des localités pendant une semaine. Sur semaine, ça va être en libre service. Les portes sont ouvertes, il va y avoir des panneaux d'interprétation, les gens vont pouvoir découvrir les particularités de notre travail. Et les fins de semaine, il va y avoir des pilotes qui vont être ici toute la journée, le samedi, le dimanche, des pilotes retraités, des pilotes actifs, pour parler aux gens, puis leur faire découvrir notre travail. Parler aussi des manœuvres, on voit passer un bateau, puis on explique que, gars, il est en train de faire ça, parce qu'il y a beaucoup de bateaux, il y a certaines périodes, des bateaux à quai ici, là, mettons, qui sont en attente de chargement, de déchargement, il y a toujours les petits... les petits bateaux, là, les remorqueurs, les petits remorqueurs, les bateaux pilotes. Vous embarquez à partir du remorqueur et tout. Oui, puis c'était la raison pour laquelle on voulait que le conteneur soit toujours sur des quais ou dans des parcs à proximité du fleuve pour qu'on ait un contact direct. Puis lorsqu'il y a un navire qui passe, bien, pouvoir parler aux gens de ce qui se passe à bord du navire, qu'il y ait vraiment un contact direct. C'est pour ça que toute notre exposition se fait sur la rive. En tout cas, c'est très passionnant. Ça donne le goût de venir. On va sûrement venir voir. On va venir voir ça. En grand nombre. Donc, à Saint-Ignan, je crois que c'est à partir du 10 juillet. 10 et la semaine suivante à la Norette. À la Norette. OK, la Norette. Donc, ça sera à suivre. Puis, on vous remercie beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous de m'avoir reçu. Bien apprécié. Merci. Sur ce, allons à la pause. Au CHSLD Sylvie L'Espérance, le 19 juin, à l'aube de ses 96 ans, est décédée Mme Rolande Rousseau, épouse de feu Paul-Émile Destrempe de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Marc Destrempe, Denis Destrempe, l'ayant précédé ses sœurs et ses frères, Léo Rousseau, feu Thérèse Allard, Gaétan Rousseau, feu Lucille Lantier, Lucienne Rousseau, feu Bernard Roberge, Diane Rousseau, feu Marcel de Grandpré,
Marie-Claire Rousseau, feu Gaston de Grandpré. Gisèle Rousseau, feu Aldéric Fafard. Elle laisse maintenant dans le deuil son frère, ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur. Et Jeanne Rousseau, feu Gérard Beaubien. Laurence Rousseau, Gaston Bellé. Claude Rousseau, Alice Fafard, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 2 juillet de 10h à 11h en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 11h. Les cendres de Mme Rousseau seront inhumées au cimetière de Saint-Cuthbert. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue pour votre météo du jour. Aujourd'hui, nous aurons, en ce jeudi après-midi, un ciel ensoleillé avec des passages nuageux, une température de 23 degrés, un ressenti de 25 degrés, avec un taux de précipitation de 20 %. Le taux d'humidité sera à 53 %. Ce soir, nous aurons un ciel variable avec une température de 21 degrés, un taux de ressenti de 22 degrés, un taux de précipitation de 20 % encore et un taux d'humidité de 60 %. Cependant, cette nuit, nous aurons un ciel variable, une température de 18 degrés, un ressenti de 18 degrés, un taux de précipitation de 30 % et un taux d'humidité de 68 %. Vendredi, cet après-midi, nous aurons un ciel nuageux avec des orages possiblement forts, une température de 26 degrés, un ressenti de 32 degrés. Cependant, nous aurons un taux de précipitation de 60 %. Nous aurons un taux d'humidité de 65 %. Vendredi soir, nous aurons un ciel nuageux, encore une fois, avec des orages possiblement forts, une température de 23 degrés, un ressenti de 27 degrés, avec un taux d'humidité de 69 %. Ce soir, nous aurons un ciel nuageux avec des orages possiblement forts, une température de 18 degrés, un taux de ressenti de 18 degrés, un taux de précipitation de 60 % avec une humidité de 83 %. Samedi en après-midi, nous aurons un ciel ensoleillé avec une température de 25 degrés, un taux de ressenti de 28 degrés, un taux de précipitation de 10 % et un taux d'humidité de 47 %. Samedi soir, nous aurons un ciel ensoleillé avec un passage nuageux, une température de 22 degrés, un taux de ressenti de 24 degrés et un taux de précipitation de 20 %. Nous aurons une humidité de 57 %. La nuit du samedi, nous aurons un ciel variable avec une température de 15 degrés, un taux de ressenti de 15 degrés, avec un taux de précipitation de 20 % et une humidité de 72 %. Dimanche matin, nous aurons un ciel ensoleillé avec un passage nuageux, une température de 18 degrés, un ressenti de 18 degrés, avec un taux de précipitation de 20 % et une humidité de 73 %. Dimanche en après-midi, nous aurons un ciel variable avec une température de 24 degrés, un ressenti de 25 degrés avec un taux de précipitation de 20 % et un taux d'humidité de 50 %. Dimanche soir, nous aurons un ciel avec des risques d'averses, une température de 21 degrés, un ressenti de 22 degrés, un taux de précipitation de 40 % et une humidité de 56 %. Dimanche, dans la nuit, nous aurons un ciel avec des risques d'averses, avec une température de 15 degrés, avec un ressenti de 15 degrés, un taux de précipitation de 70 % et une humidité de 77 %. Merci, c'était votre météo. Merci William. Sur ce, on vous souhaite une bonne fête du Canada et un bon week-end. On se retrouve en début de semaine. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.